Alors, je me présente dans un premier temps. Je suis donc Nelly Murtin, je suis travailleure sociale au service hospitalier de Lons-le-Saunier dans le Jura. Je travaille entre autres en service oncologique, donc en médecine 1, et puis sur le service de chimie ambulatoire. Donc, je travaille sur d'autres services aussi, mais voilà, spécifiquement là sur ces deux services-là. Moi, je suis conseillère en économie sociale et familiale et j'occupe un poste d'assistante, enfin, de travailleur social sur notre service hospitalier. Voilà. Peut-être Laetitia, je peux te laisser te présenter. Oui, bonsoir à tous. Moi, je suis Laetitia Bazat. Je travaille au sein des Hospices civils de Beaune. On est une petite équipe d'assistantes sociales, de 5 assistantes sociales. Et moi, je travaille sur différents services, dont ce qui nous concerne plus particulièrement aujourd'hui, l'équipe mobile de soins palliatifs et le service d'hospitalisation à domicile. Mais j'ai travaillé auparavant sur des services de médecine. Voilà. Si tu peux nous donner la première diapo, Émilie, merci. Alors, en préambule, ce qu'on souhaitait reprendre avec vous, c'était vraiment voilà, rappeler à quel point la survenue de ce cancer, le diagnostic posé et l'annonce de ce cancer vient vraiment impacter la vie sociale du patient. C'était important pour nous de vous le rappeler en préambule. On a fait le choix de cibler 4 grands domaines qui nous semblent impactés. Alors bon, la liste n'est pas exhaustive, mais voilà, c'est les 4 grands domaines qu'on a pu évaluer. Et voilà, ce qu'on voulait vraiment rappeler, c'est que c'est vraiment un choc, c'est un choc dans la vie du patient et ça vient impacter pour nous ces 4 domaines-là. On peut passer à l'autre diapo. Alors, bon, bien souvent en lumière, quand il y a l'annonce de ce diagnostic, le premier impact qui nous semblait, il n'y a pas vraiment de hiérarchie dans les différents impacts, mais en tout cas, celui qui nous semblait déjà le plus important, c'est vraiment ce choc émotionnel que ça peut provoquer chez le patient et bien sûr aussi sur son entourage et sur sa famille. Et ce choc émotionnel, il va créer un déséquilibre bien souvent dans la cellule familiale. Alors, selon comment est positionné le patient dans cette cellule familiale, on va évaluer forcément, nous, des besoins différents parce que la difficulté, le déséquilibre, il va venir se positionner à différents endroits. Et puis, on relève quand même bien souvent qu'il y a ce choc pour le patient et que ça devient assez rapidement une charge émotionnelle et pour le patient et pour les proches, et que ça, tout au long de notre accompagnement, on va l'avoir quand même en tête parce que cette charge émotionnelle-là, en lien avec l'arrivée de ce cancer, elle va impacter la prise en charge sociale du patient et de ses proches. Tu peux aller à la suivante. C'est à moi, je crois. Alors, donc pour continuer sur les impacts du cancer sur la vie en général, voilà, selon les situations des patients, la maladie peut provoquer, même bien souvent, des difficultés financières liées à la perte ou enfin à l'arrêt de travail, des perturbations par rapport à l'emploi, puisqu'on sait voilà, que l'arrêt de travail n'est pas forcément indemnisé de la même façon que quand on est en activité salariée. Et du coup, voilà, ces conséquences financières peuvent remettre en cause un certain nombre de projets. On a fait le choix aussi de vous parler de la thématique de l'adaptation du lieu de vie. Voilà, parce que parfois la maladie et les traitements, les conséquences peuvent créer voilà, des difficultés de mobilité, certains handicaps. Et donc, on va parfois être amené à questionner le patient et la famille sur un besoin d'adaptation du lieu de vie
ou de réorganisation, voilà, de pouvoir faire les trajets pour les actes de la vie quotidienne, par exemple, notamment pour juste aller faire les courses, ça peut parfois paraître compliqué, notamment pour les patients qui sont seuls et isolés. Alors, on en vient de fait à parler de notre rôle de travailleur social, enfin d'assistant social. Alors, bon, comme chaque situation est unique, on va forcément passer, nous, d'abord par une évaluation de la situation du patient, mais la situation qui est unique. Donc, cette évaluation-là, elle va chercher à être le plus globale possible dans un premier temps. On va avoir une petite vue d'ensemble, comme un espèce de scanner. On va se dire, bon, voilà, qu'est-ce qui définit ce patient du côté de sa situation familiale, du côté de sa situation professionnelle, du côté de la situation financière. Alors, pour ça, nous, les travailleurs sociaux, on va essayer d'établir une relation de confiance avec le patient qui va s'établir au cours d'un premier entretien ou de plusieurs entretiens, bien souvent. Et puis, ce premier entretien-là, ce qu'il faut qu'on puisse vous dire aussi, c'est qu'il se fait soit à la demande du patient, soit à la demande de la famille, ou bien encore à la demande des professionnels de santé avec qui on travaille ou de nos différents partenaires. Donc, une fois que cette évaluation elle est faite, cette évaluation globale, on va essayer de partir des besoins exprimés par le patient, toujours, puis on va essayer de respecter sa temporalité pour mettre en place des temps d'accompagnement qui vont être variés en fonction des besoins exprimés par le patient et puis possiblement en fonction des besoins que nous, on aura évalués. Et on va essayer, si le patient n'exprime pas ses besoins, petit à petit, de l'amener vers ce besoin-là parce qu'on imagine, on n'imagine pas, on évalue, pardon, on évalue justement un besoin et on sent qu'il y aura il y aura cette nécessité d'accompagner aussi là-dessus. Donc voilà, nous, on va pouvoir intervenir sur différents types d'accompagnement. Alors, des accompagnements qui vont être d'ordre administratif, par exemple. Alors, c'est pareil, la liste, elle n'est pas exhaustive, mais voilà, des accompagnements d'ordre administratif sur de l'ouverture de droits, de l'accès aux droits. On va pouvoir accompagner sur du soutien financier, comme le disait Laetitia, quand, par exemple, on est face à un arrêt de travail avec des indemnités journalières réduites à 50%. Bien souvent, ça met à mal aussi le budget familial, donc on peut intervenir sur ces plans-là. En accompagnement aussi, on va intervenir sur du soutien à domicile. Alors, soit en sortie d'hôpital, soit pour des patients qui sont en chimio ambulatoire et qui viennent juste en hôpital de jour, on va accompagner aussi sur le domicile, l'accompagnement au domicile, sur du soutien, de la mise en place d'aides humaines ou d'aides techniques aussi. Et puis parfois, il nous arrive de devoir mettre en place des mesures de protection. Ça arrive aussi selon la situation qu'on accompagne. Donc voilà, on va avoir différents types d'accompagnement et on va toujours chercher, nous, en fait, à prévenir et anticiper les difficultés. C'est pour ça que je disais que parfois, on va partir du besoin exprimé du patient, mais on va aussi nous évaluer qu'il y aura sans doute d'autres besoins et on va tenter d'amener le patient à prendre conscience pour anticiper, prévenir et faire en sorte que les choses se passent le mieux possible pour lui dans sa vie quotidienne. Alors, pour travailler, nous, on a besoin aussi de travailler en coordination avec différents partenaires, soit sur le temps d'hospitalisation, soit en sortie d'hospitalisation. Donc là, de la même façon, on ne vous a pas forcément mis une liste exhaustive, mais on a un certain nombre de partenaires, certainement la CPM, certainement la MDPH, le médecin du travail, mais on a moult autres professionnels qui peuvent nous soutenir dans cet accompagnement. En tout cas, on essaye d'avoir un carnet d'adresses et essayer, alors ce qui n'est pas toujours évident vu notre charge de travail, mais essayer d'être à jour sur les nombreux dispositifs et les nombreux services et associations qui peuvent exister
autour de la problématique des patients. Oui. Et ce qu'on peut peut-être rappeler aussi, c'est que nous, on va intervenir sur un temps hospitalier. Et donc, ce travail de coordination, on va le mettre en place sur ce temps hospitalier, mais on a besoin de relais en sortie d'hôpital, où on soutient quand à un moment donné, nous, nos missions s'arrêtent. Et le travail de coordination, il va se situer aussi là pour vraiment mettre en place du relais en sortie d'hôpital, ou enfin, en tout cas à domicile. Voilà. De mon côté, sur le rôle de l'assistante sociale, je ne sais pas, Laetitia, si tu souhaites rajouter quelque chose. Non, non, c'est clair, mais je vois en même temps qu'il y a une question. Je ne sais pas si Oui. c'est Émilie qui Alors, retranscrit les questions ou si... comme vous le souhaitez, ce qui est le plus simple pour vous, soit je vous les retranscris, soit vous les lisez. Si tu peux nous les retranscrire et puis on va répondre, ça sera peut-être plus Pas de simple. souci. On va peut-être éviter des loupés comme ça. Donc, est-ce que vous recevez tous les patients ou juste à la demande? Alors, selon nos services, on en parlera peut-être un peu plus loin, mais selon nos services, on va avoir sur certains services l'obligation de voir tous les patients, et sur d'autres services, on va les recevoir en fonction de la demande. Donc, comme je le disais, ou du patient, ou de la famille, ou du service dans lequel est hospitalisé le patient, ou de partenaires extérieurs qui ont de l'inquiétude pour ce patient et qui connaissent, qui sont au courant de l'hospitalisation ou des temps d'hôpitaux de jour et qui vont nous solliciter. Alors, on rencontrera toujours le patient avec son accord. Si ce n'est pas sa demande à la base, on va lui expliquer pour quelle raison on vient, et s'il est OK pour nous recevoir, on le recevra. S'il n'en voit pas l'intérêt, on restera sur de l'information, mais voilà, on n'ira pas plus loin. C'est assez rare que les patients ne souhaitent pas nous voir dès lors qu'on explique voilà, que le rôle de l'assistante sociale va venir en soutien et éventuellement tenter de répondre à nombreuses de leurs questions à l'annonce du diagnostic et des traitements. Du coup, on sera peut-être un peu plus... on étayera un peu plus sur la suite. Il y a d'autres une réponse plus complète pour vous sur d'autres diapos. Alors, c'est le moment d'un petit quiz. Il est temps de vous mettre un peu à contribution. Normalement, si tout se passe bien, dans la conversation, il y a un petit quiz qui vous a été partagé. Je vous laisse cliquer. On voit un peu les réponses. Ça s'est affiché directement sur l'écran. Je ne sais pas. On laisse encore un petit peu de temps pour répondre. Pendant que les réponses ont lieu, on va laisser la parole à une personne. Donc, j'ai réactivé votre micro. Vous pouvez cliquer sur le rallumer. Oui, bonsoir, je m'excuse. Par rapport au quiz, moi, j'ai aucune question qui apparaît. Dans la conversation? C'est tout bon. Merci. Parfait. Écoutez, si ça vous va, on va voir. Alors, je ne sais pas trop comment ça apparaît chez vous, donc je vais basculer les résultats. Je ne sais pas si vous voyez les résultats. Bon. Donc, on voit les pourcentages dans la conversation. OK, bon. Sinon, ça affiche là. Donc, la majorité des réponses, 94%, indiquent que le moment idéal pour proposer l'évaluation sociale, c'est dès l'annonce. Et une seule réponse a indiqué si le patient le demande. Sur 18 réponses,
Vous êtes 37 quand même. Alors, je crois que c'est à moi du coup. Pourquoi est-ce que l'intervention sociale doit être précoce? Donc effectivement, l'idéal, c'est de proposer de rencontrer l'assistante sociale dès l'annonce. Alors, pas forcément le jour même si le patient est plus en capacité voilà, d'entendre certaines informations, mais en tout cas le plus tôt possible pour pouvoir anticiper et informer le patient sur ses droits et anticiper l'avenir plus sereinement. On sait voilà, combien les différents dispositifs, l'administration française en général peut être compliquée. Enfin, on l'a dit tout à l'heure, hein, chaque situation est unique et voilà, ça peut être important aussi pour les patients dans la suite de la prise en charge et dans l'accompagnement d'avoir les informations le plus tôt possible. Et on sait du coup que le délai d'accès aux différents droits peut être plus ou moins long et qu'il y a des disparités suivant les territoires. Voilà, dans les délais de traitement, par exemple, de dossiers MDPH, on n'est pas sur les mêmes délais d'un département à un autre. Je pense que sur d'autres dispositifs, c'est la même chose. Je pense à l'APA ou aux dossiers qu'on fait auprès des caisses de retraite, des choses comme ça. Voilà, donc plus on s'y prend tôt, mieux c'est. Donc on en vient en fait à parler effectivement des soins oncologiques de support, d'où l'importance de ces soins oncologiques de support. Alors pour ceux qui peut-être ne connaissent pas ces soins de support, ce sont des prises en charge de professionnels qui viennent en support des soignants, hein, ça s'appelle comme ça, ce n'est pas pour rien. Et nous, effectivement, les travailleurs sociaux, nous nous trouvons dans le socle de base en fait de ces soins de support, dans donc, cette prise en charge sociale, familiale et professionnelle que vous voyez encadrée en rouge. Et si moi je peux vous partager effectivement mon expérience de travailleur social dans l'unité d'hôpital de jour où les patients viennent en chimio ambulatoire. Moi, je fais partie de cette équipe de soins de support avec la diététicienne, donc qui va prendre en charge la partie diététique nutritionnelle, avec ma collègue psychologue qui va prendre en charge donc sa partie à elle de prise en charge sur le plan psychologique. Alors, sur la gestion de la douleur, moi, sur mon service, je connais moins, mais en tous les cas, ça fait partie du socle de base. Et donc, on fait vraiment partie de ce socle de base, qui veut dire que de manière systématique, pour reprendre la question de tout à l'heure, de manière systématique sur le service de chimie ambulatoire, moi, je dois voir tous les patients. Ça fait partie de ce panier référentiel. Je dois les voir tous. Alors, parfois, je vais vraiment être simplement sur de l'information conseil. Je viens me présenter, j'explique ce qu'on peut faire au service social. Je ne fais pas vraiment une réelle évaluation sociale sur ce temps-là. Mais parfois si, vraiment, ça dépend vraiment de chaque situation. Et puis parfois, on propose un entretien ultérieur où les patients nous rappellent. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qui est important, c'est que les patients soient au courant qu'on existe, qu'on peut apporter un certain nombre de soutiens sur le plan social. Et donc voilà, dans ce cadre-là, on va intervenir en systématique. Le patient ne nous le demande pas, mais ça fait partie des soins de support. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que sur le service où je travaille, je dirais qu'il y a à peu près, c'est difficile d'évaluer, mais entre 10 et 20% des entretiens que je fais de manière informative qui vont aboutir à une prise en charge assez rapide du patient. Et puis, bien souvent, je retrouve des patients au service de médecine, en hospitalisation, donc que j'ai déjà rencontrés en chimie ambulatoire, mais qui ne m'ont pas forcément sollicité à ce moment-là, et qui me connaissent, qui m'ont déjà vu. Et quand ils arrivent sur le service de médecine en hospitalisation, parce que la situation a évolué ou la problématique de santé s'est dégradée, ils vont plus facilement penser de nous solliciter ou penser d'en échanger avec les médecins, et on interviendra plus rapidement de notre côté. Voilà. Nous, c'est un petit peu différent. On intervient à la demande.
uniquement pour le service de médecine ambulatoire où se déroulent les chimiothérapies. Du coup, on est rarement que dans l'information conseil, puisque les médecins, l'infirmière d'annonce, les infirmières qui font les soins arrivent quand même plutôt bien à échanger avec les patients et à évaluer. Enfin, en tout cas, c'est assez pertinent du coup, puisqu'on intervient qu'à la demande. Alors, moi, je vais maintenant vous parler. Enfin, on a fait le choix de vous présenter notre accompagnement sous deux formes. On a fait le choix de parler des patients actifs et puis on va après discuter de l'accompagnement plutôt des personnes retraitées. Donc, les spécificités des patients actifs, c'est l'arrêt de travail, que vous soyez en arrêt ou indemnisé en recherche d'emploi, indemnisé par France Travail. Vous pouvez être en arrêt de travail. Souvent, enfin, je fais une petite parenthèse, mais souvent les gens pensent que quand ils ne sont pas salariés ou ils n'ont pas d'emploi, ils n'ont pas droit à l'arrêt de travail. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Nelly, mais moi, je le vois souvent. Oui, je suis d'accord avec toi, oui. Ils pensent qu'effectivement, oui. Alors que ça, il faut reprendre avec eux. Ouais. Puisque le fait d'être en arrêt de travail va réouvrir, enfin va suspendre les droits aux indemnités de France Travail pour qu'elles puissent éventuellement se remettre en place à l'issue de l'arrêt. On va aussi accompagner les patients et leurs familles sur différents dispositifs, différentes possibilités d'aide financière en lien avec la santé. Donc pour ceux qui connaissent la complémentaire santé solidaire, on va peut-être pas rentrer dans tous les détails ce soir, mais la complémentaire santé solidaire, c'est un dispositif de l'assurance maladie pour les patients qui ne peuvent pas avoir de mutuelle pour raisons financières. Donc voilà, suivant leurs ressources, ils peuvent prétendre, et toute la famille, l'équivalent d'une mutuelle, on va dire, pendant un an. On peut faire appel aussi au fonds d'action sociale de la CPAM ou de la MSA ou éventuellement d'autres caisses de sécurité sociale puisqu'il en existe bon nombre. On peut aussi, alors mutuelle, il y a des fonds d'action sociale, voilà, mais aussi on est en recherche très régulièrement de mutuelles pour les patients qui n'en ont pas. Et puis, on va aussi tenter de solliciter différentes associations nationales ou locales. Donc, voilà, on a fait le choix de vous citer en exemple la Ligue contre le cancer, puisque en tant que travailleurs sociaux, on les sollicite énormément. Voilà, j'ai pas le montant de leur enveloppe nationale d'aide financière, mais en tout cas, c'est assez important. Et puis des associations plus locales. Et on va essayer aussi de discuter avec le patient et d'essayer de trouver des solutions pour sécuriser les ressources. Donc, on va essayer d'étudier les différents droits. On peut être amené à faire des demandes de pension d'invalidité qui vont être calculées sous conditions et par catégorie, voilà, en fonction du taux d'invalidité. L'allocation adulte handicapé qui va venir en second plan pour les patients qui vont ne pas avoir droit à la pension d'invalidité ou en partie. Ça, c'est un dossier qu'on fait auprès de la MDPH. Et puis, voilà, nos priorités, c'est essayer d'éviter la rupture financière, essayer de pallier par souvent des rustines aux difficultés financières qui vont être liées à l'arrêt de travail et à la perte souvent de revenus. Alors, c'est pas toujours le cas, hein, puisqu'il y a des patients qui vont cotiser à des assurances ou qui vont avoir des compléments de salaire avec l'employeur, mais tout ça est très variable en fonction des situations. Et encore une fois, on étudie vraiment la situation des patients au cas par cas. Et la dernière spécificité dont on voulait vous parler, c'est le soutien au domicile des patients et des aidants.
qui est quand même une part très importante aussi de notre activité. Donc pour ça, on travaille régulièrement en lien avec les différents DAC des territoires, dispositifs d'appui à la coordination, les services sociaux, nos collègues des services sociaux des conseils départementaux ou des CCAS dans les villes. On va aussi parfois demander à la MDPH des prestations de compensation de handicap. Donc ça, c'est des soutiens financiers et pour la mise en place d'aide à domicile ou de dispositifs type aménagement du domicile. On mobilise aussi ce qu'on appelle le dispositif sortie d'hospitalisation pour les patients actifs les moins de 60 ans. Alors nous, ça vient tout juste de se mettre en place avec la CPAM. Je ne sais pas sur Besançon si ça fait un moment que vous l'utilisez. Nous, sur le Jura, pour le coup, on l'utilise depuis longtemps. Le dispositif sortie d'hospitalisation avec la CPAM, ça fonctionne plutôt bien. Alors, il y a des conditions de ressources, il y a un barème, etc. Donc, malheureusement, ça ne peut pas soutenir tous les patients, mais ça en soutient quand même un certain nombre dans la prise en charge des frais d'aide à domicile quand il y a besoin de soutien dans le quotidien. Je me permets de relayer une remarque également. Il y a l'activation des prévoyances qui peut parfois être un recours du combattant pour la mise en route pour le maintien du salaire. Tout à fait. Oui. Ouais. Mais la problématique de la prévoyance, c'est qu'effectivement, elle est loin d'être généralisée pour tous les salariés. Et moi, de mon expérience, ça représente quand même un faible pourcentage de patients actifs aujourd'hui, que je rencontre en tout cas. Il y a des conditions de durée, mais effectivement, ça peut parfois être très compliqué. C'est vrai je ne vous ai pas précisé du coup le dispositif sortie d'hospitalisation, c'est notamment dans la mise en place d'aide à domicile et de soutien d'aide à la vie quotidienne. On peut faire parfois appel aussi à des services de techniciens d'intervention sociale et familiale pour soutenir les familles, notamment les parents qui vont parfois être en difficulté sur l'accompagnement d'enfants à l'école, de soutien au domicile, d'aide aux devoirs, de choses comme ça. Donc voilà, on peut être aussi amené à mobiliser des services d'aide à domicile et des enveloppes financières. Qui sont là pour le coup, ça va être, c'est vrai que dans le partenaire, on n'en a pas encore parlé, mais la CAF est notre partenaire en l'occurrence. Enfin, la CAF ou la MSA, tout dépend du régime. Mais la CAF ou la MSA sont pour nous des partenaires importants pour les actifs quand on a des actifs avec des enfants, où là, on peut solliciter du soutien de leur côté aussi. Et puis, on va accompagner les patients et notamment les aidants dans l'information sur et l'accompagnement à l'ouverture des droits des congés pour les aidants. Voilà. Et puis, du coup, Émilie, tu as mis en lien le référentiel. En lien le référentiel dans la conversation. Voilà, parce que encore une fois, il y a des conditions pour avoir droit à différents congés. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je pense qu'on peut faire un autre webinaire sur le sujet. Oui, c'est ça. Je prends le relais de Laetitia. Donc, on vous propose, pour illustrer la prise en charge sociale, déjà dans un premier temps des patients actifs, on vous propose un cas clinique qui peut permettre d'avoir un cas concret. Alors, on s'est proposé de vous parler d'une femme âgée de 45 ans qui occupe un poste d'aide à domicile, qui est mère célibataire de 3 enfants. Cette femme est atteinte d'un cancer du sein. Elle a subi une chirurgie, donc elle a été hospitalisée. Et puis, en sortie d'hospitalisation, elle a des temps de traitement sur l'unité de chimio ambulatoire. Donc, ça peut être une patiente type qu'on peut retrouver dans nos services.
Alors, pour vous faire participer, à votre avis, quels seraient les besoins de cette patiente? Comment nous, on pourrait, travailleurs sociaux, répondre à ces besoins? Quels seraient ces besoins et comment on pourrait intervenir? N'hésitez pas à les indiquer dans la conversation ou à lever la main si vous souhaitez intervenir, donner des pistes avant que tout ça soit expliqué. Pas de besoin recensé? Cette patiente va bien? Non, il faut Voilà. laisser le temps de la réflexion. Bon. Il y a plein de réponses. Donc, la garde des enfants, aide financière, pardon, 3, 2, 1, aide de frais de garderie, besoin d'aide à domicile, aide pour le ménage, soutien psy pour madame et les enfants. Déjà des axes de réflexion. J'y vais? Aide à la préparation des devoirs, garde des enfants. C'est beaucoup autour des enfants, là. Alors, effectivement, pour cette patiente, dans tout ce que vous avez proposé, il y a un petit peu de tout ça. On a choisi de faire trois petits focus. Alors, c'est pareil, il n'y a pas forcément d'ordre hiérarchique au niveau des besoins, mais il faut bien commencer par quelque chose. Alors, cette patiente en question, elle est en arrêt de travail déjà depuis sans doute quelques semaines, puisqu'elle a été hospitalisée. Elle va l'être encore pour un certain temps. Et donc, moi, je pars du postulat que cette patiente, en fait, elle va avoir droit à 50% d'indemnité journalière, puisque c'est ce qui se passe aujourd'hui pour les gens qui sont en arrêt de travail. Et comme la plupart du temps, il n'y a pas forcément de prévoyance ou de maintien de salaire de la part de l'entreprise. Donc, cette femme, elle se retrouve à devoir gérer son quotidien avec ses 3 enfants, avec 50% de son salaire tous les mois. Je vous rappelle qu'elle est aide à domicile, donc sur des emplois plutôt, je ne vais pas dire précaires, mais en tout cas des emplois qui sont déjà souvent à temps partiel. Donc, voilà, on peut supposer que le salaire est très faible pour elle à ce moment-là. Et donc là, c'est une patiente, moi, qui va forcément me solliciter quand on va faire l'évaluation ensemble. Il y a le besoin financier, il va revenir, il va arriver, c'est obligatoire. Donc, il peut arriver soit, comme vous le proposiez, pour des frais de garderie, il va pour des frais de cantine, pour des frais pour les enfants divers et variés. Il va arriver tout simplement sur comment je fais les courses en fait toutes les semaines pour les enfants et pour moi-même, les règlements de facture, le règlement de loyer. Enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent remonter. Donc là, nous, on va aller sur nos différents leviers de soutien financier. Donc, on vous en a cité quelques-uns, mais la liste n'est pas exhaustive non plus. Donc, la Ligue contre le cancer, c'est un de nos soutiens. On va pouvoir faire des demandes vraiment spécifiques. Alors, d'un département à l'autre, la Ligue contre le cancer, elle apporte des soutiens différents, mais la plupart du temps, les commissions d'aide financière, elles existent dans tous les départements, enfin, je pense. Donc là, on va pouvoir solliciter sur de l'aide vraiment ponctuelle. Ça ne sera pas sur une aide à long terme, mais sur une aide ponctuelle. On va évoquer avec cette femme-là si elle a des crédits en cours, de voir avec son assurance s'il y a des choses qui sont possibles, des assurances de crédit pour geler les montants de crédit, enfin de mensualisation. Et puis, on va pouvoir faire aussi des demandes exceptionnelles auprès de différents partenaires, la CPM, les conseils départementaux qui peuvent apporter des tickets services, des soutiens pour faire des courses, ce genre de choses, et d'autres associations. Alors nous, dans le Jura, on a la Croix-Rouge, par exemple, qui nous apporte du soutien sur l'épicerie sociale. Donc, toutes ces demandes-là, elles passent par le service social hospitalier ou par nos collègues sur les secteurs. On va essayer de soutenir de manière ponctuelle parce que malheureusement, on peut difficilement proposer du soutien sur du moyen ou long terme, mais bon, c'est déjà souvent bien aidant pour ce type de famille. Voilà. Je vais essayer de ne pas être trop longue pour laisser du temps pour la suite. Donc, le soutien financier, on va
pour cette situation, comme on le disait, pour solliciter un certain nombre de soutiens financiers, on va aller vers nos différents partenaires. Donc les services sociaux départementaux, les services sociaux des caisses, enfin pas de la caisse de retraite, mais de la CPM par exemple, les CCAS, et puis on va travailler aussi avec le DAC si besoin. Sur des situations complexes, on peut avoir besoin de ces partenaires-là pour soutenir le quotidien et la prise en charge de la pathologie. Et puis, on va arriver sur les aides humaines dont vous avez parlé. Cette patiente, elle va possiblement avoir besoin d'aide dans le quotidien parce que l'hospitalisation, la chimio, etc., va provoquer une fatigue importante. Les services d'aide à domicile vont être sollicités pour l'entretien du logement. Donc là, on va solliciter comme partenaire pour le financement, par exemple, la CAF ou par exemple la CPAM sur le fameux DSH actif dont on vous parlait tout à l'heure. On va accompagner la parentalité. Donc là, ce sera plus avec le service TISF. Les services TISF, ils peuvent effectivement intervenir auprès des enfants, mais aussi sur de l'aide dans le quotidien pour cette maman. Et on pourra aussi l'orienter vers différentes associations. Alors, vous parliez de la prise en charge psychologique et c'est intéressant, on n'en avait pas forcément parlé, mais elle est très intéressante. Moi, je vais effectivement faire du lien avec les psychologues déjà de nos services hospitaliers, mais si besoin davantage, les associations diverses et variées qu'on a sur nos secteurs, elles peuvent aussi soutenir. On parle aussi d'autres aides humaines, du socio-esthétisme, de la prise en charge par rapport aux perruques. L'APA, là, ça va être l'activité physique adaptée. Les patients, et là, cette patiente, elle pourrait possiblement, compte tenu de son âge, on peut supposer imaginons qu'elle soit active et qu'avant son hospitalisation, elle ait l'habitude de faire du sport, etc. La reprise d'activité physique, elle est vraiment essentielle aussi dans la prise en compte de la maladie. Et alors, nous, on a des éducateurs APA dans notre service de chimie ambulatoire, mais il en existe aussi en extérieur, semble-t-il, sur d'autres territoires. Voilà. Je crois que c'est pour toi, Laetitia. Alors, la spécificité des patients retraités. Spécificité, mais là, on est sur le même item que tout à l'heure, sur les aides financières et santé. Donc, je ne vais pas redétailler puisque là, on est sur la même chose. Soutien à domicile des patients et de leurs aidants. Donc ça, c'est encore une fois aussi une grande partie de notre travail et de notre collaboration avec les différents dispositifs, structures et partenaires des territoires. On va être en lien avec les DAC. Où on va parfois orienter des patients en sortie d'hospitalisation pour qu'il puisse y avoir un accompagnement de leur part dans la mise en place d'aide à domicile et de coordination. Mais quelquefois, c'est l'inverse. C'est aussi les DAC qui suivent déjà les patients qui vont nous solliciter pour des besoins spécifiques. Les CCAS ou les CLIC sur certains territoires. On va être en lien avec les travailleurs sociaux de l'APA et du conseil départemental. Les caisses de retraite, notamment dans les dispositifs sortis d'hospitalisation pour la mise en place d'aide au retour à domicile. La MDPH, voilà, je ne sais pas pourquoi on a mis ça MDPH poursuivi si on a eu avant 60 ans. Ah oui, faire des dossiers MDPH, pardon, pour les retraités qui avaient ces pathologies avant 60 ans. On fait appel aussi au Fonds national d'action sociale des caisses de sécurité sociale, CPAM et MSA, dans le cadre de ce qu'on appelle la dotation globale en soins palliatifs. Donc en fait, c'est une enveloppe financière pour permettre de prendre en charge quasiment en totalité des interventions de garde malade et de médicaments et de matériel. Il y a une liste de médicaments et de matériel non remboursés par la sécurité sociale. Voilà, ça reste ce dispositif-là une enveloppe, c'est une prestation extra-légale, donc c'est quelque chose qui est censé être ponctuel en attendant la mise en place d'autres dispositifs.
On peut faire aussi appel aux caisses de retraite complémentaires dans le soutien au domicile des patients, notamment à travers la mise en place d'aides, de financement d'aide à domicile, mais pas que. Ça peut être aussi pour du financement de matériel. Et on va beaucoup solliciter les différents services d'aide à domicile pour venir en soutien du patient et des aidants au domicile, donc les infirmières libérales, les services de soins infirmiers à domicile qui sont des aides-soignantes, les services d'aide à domicile, les CCAS, etc. Et la liste pourrait être encore plus longue. Donc je vais vous parler cette fois-ci d'un cas clinique d'un patient retraité. Donc on a choisi de vous parler d'un homme de 75 ans qui est en couple, qui est retraité du régime général, donc la CARSAT, qui a un cancer pulmonaire avancé. Il a été décidé que ce patient serait dorénavant en soins palliatifs et il est du coup depuis quelque temps en perte d'autonomie. Donc à votre avis, quels sont les besoins? Enfin, quels pourraient être les besoins? Nous avons l'aide à la toilette. N'hésitez pas également à demander la parole par le lever de main si vous souhaitez prendre la parole. Soutien de l'aidant, prise en charge en HAD, aide à domicile. Aide à domicile tout confondu avec le soutien des aidants, le soutien financier, aménager le domicile. À nouveau, aménager le domicile. Soutien de l'épouse dans les problèmes administratifs. Le soutien psychologique. Ça fait déjà de belles entrées en matière. Coordination des rendez-vous médicaux, patients, aidants, oui. Habilitation familiale. C'est C'est de la peut-être habilitation. Pourquoi pas? Je vous propose de reprendre? Oui. Alors, bon, effectivement, hein, toutes les réponses que vous avez pu donner sont correctes. Donc, encore une fois, on va discuter, voilà, on va pas être forcément sur les mêmes problématiques financières puisque le montant de la retraite ne va pas changer. Par contre, il va éventuellement y avoir des coûts supplémentaires. Sur de l'achat de matériel, des choses comme ça. Donc voilà, on va aussi étudier le budget et regarder s'il y a besoin d'un soutien financier par le même intermédiaire que pour les actifs. Il y a les caisses de retraite en plus. On va évidemment aussi faire des liens avec les partenaires. Hein, voilà, je vois qu'il y a quelques collègues du DAC qui répondent pertinemment parce que c'est aussi leur quotidien, voilà, d'évaluer notamment au domicile la situation et les besoins des personnes. Donc voilà, on va être en lien avec les différents partenaires. Et puis, on va, c'était la majorité de vos réponses, questionner le besoin en aide humaine et aménagement du domicile. Donc, l'idée, c'est de pouvoir évaluer avec le patient et les aidants leurs besoins en termes d'aide à domicile, d'aide dans les actes de la vie quotidienne. Voilà, pour que le patient puisse rester au domicile le plus longtemps possible, parce que c'est généralement le souhait des patients, notamment pour ceux qui sont en soins palliatifs. Et voilà, on va essayer de mettre en place un plan d'aide qui correspond aux besoins des patients et de leurs familles. Donc par l'intermédiaire des services d'aide à domicile, donc ménage, aide à la toilette, aide au lever, accompagnement aux courses, enfin tout ce qui existe. Et d'orienter aussi vers les associations
Alors, on a remis des exemples socio-esthétiques, perruques, etc. Et puis, on avait mis un 4e item qui est le soutien de l'aidant. Voilà, parce que il y a l'accompagnement du patient qui effectivement est porteur de la maladie, mais il y a aussi le besoin de prise en compte de l'aidant qui est bien souvent lui-même en difficulté, donc l'importance d'un soutien psychologique et l'orientation vers les plateformes de répit, les associations de soutien, expliquer les différents dispositifs s'il y a besoin à un moment donné d'un hébergement temporaire en EHPAD pour que l'aidant puisse souffler. Enfin voilà, tout un. Puis il y a aussi pas mal de choses au niveau local. Nous, on a aussi de l'aide aux aidants qui est proposée sur le territoire avec voilà, différents. Comment on appelle Des ça? ateliers, ce genre de choses, voilà. Enfin, je sais Comment? pas, nous, on a des ateliers qui sont proposés C'est ou ça. des temps de rencontre. Oui, oui, alors oui, ça peut être des cafés, autour de cafés, des temps de rencontre, d'échange, ça peut être de la musicothérapie, de la sophrologie, enfin voilà, il y a différentes choses qui peuvent être mises en place et pris en charge du coup financièrement. Alors, on va essayer de faire un petit focus. On arrive sur la fin de la présentation. Je me permets juste Oui, vas-y. une petite remarque sur la conversation, Oui. donc, qui précise que sur certains territoires, il y a un accompagnement possible par les équipes mobiles en soins palliatifs également pour le Oui. patient. Oui, c'est Alors vrai oui, qu'on on en a pas parlé, ouais. C'est vrai. Il y a effectivement les équipes mobiles de soins palliatifs qui sont présentes normalement sur tous les territoires. Et puis, il y a quelqu'un aussi tout à l'heure qui a parlé du service d'hospitalisation à domicile. Donc, c'est vrai que je ne sais pas si c'est pareil dans toutes les HAD, mais en tout cas, sur le territoire de Beaune, on a peut-être plus de la moitié des patients qui sont des patients pris en charge dans le cadre de soins palliatifs. Oui, c'est sûr que l'équipe mobile de soins palliatifs, elle est vraiment, elle est souvent essentielle dans la prise en charge, d'autant que c'est souvent des équipes pluridisciplinaires, donc elles viennent aussi étayer nos interventions, hein, et soutenir les patients. Préciser également que les aides ménagères sont également possibles. Oui. Oui. Alors voilà, on voulait faire un petit focus de ce qui nous paraît essentiel finalement à retenir. Autour déjà de ces 4 items. Si on veut pouvoir travailler dans le meilleur intérêt du patient, je crois que vous l'avez compris, plus l'évaluation sera précoce, plus on arrivera à travailler sur différents points. Donc, plus on pourra l'accompagner facilement et rapidement sur la question financière, plus on pourra soutenir sur la question humaine aussi. Alors, c'est l'aide humaine au sens large, du coup, hein, c'est Oui, pas que oui. l'aide à domicile. Oui, c'est ça, vraiment sur l'aide humaine, vraiment au sens large. Et puis, vous l'aurez compris, nous, on ne peut pas travailler seul. Donc, le travail de coordination, il est indispensable. On a de multiples partenaires, quels qu'ils soient. Et ça vient vraiment entourer le patient. En tout cas, on ne peut pas, nous, se passer de ce travail de coordination. Dans la même idée, on a clairement besoin du soutien de nos équipes pluridisciplinaires sur nos services hospitaliers. Et sans eux, on ne peut pas travailler non plus. C'est-à-dire que pour comprendre la situation globale d'un patient, c'est essentiel de pouvoir échanger avec les médecins oncologues, les médecins du service, la psychologue, les infirmières, les aides-soignantes qui prennent en charge. Donc, ce travail en équipe pluridisciplinaire, il est indispensable. Et on a souhaité rappeler que, voilà, bien entendu, on insiste sur le fait qu'on doit respecter la temporalité du patient, que même si nous, on évalue des besoins, même si nous, on évalue ce qui pourrait être mis en place pour que ce soit le mieux possible, on va vraiment au rythme du patient. Et puis, parfois, les choses ne se mettent pas en place parce que ce n'est pas le moment ou c'est trop compliqué, trop violent pour le patient à entendre. Donc voilà, on laisse le patient au cœur quand même de notre prise en charge.
Alors, on ose dire du coup qu'il faut vraiment essayer de systématiser le recours aux professionnels sociaux. Même si ça reste de l'information ou du conseil, ça peut à un moment donné être soutenant et c'est pas du temps de perdu en Oui, au réalité. contraire. Plus Voilà. c'est précoce, plus on a l'information, plus un jour on peut s'en saisir. Voilà, donc quand c'est possible, de ne pas hésiter à évoquer avec les patients notre existence sur les services hospitaliers d'oncologie. Voilà. Alors, on voulait juste, pour terminer, vous parler de ce qui existait dans la région par rapport à l'emploi. Voilà, on a fait le choix de vous parler de ça. Donc, nous, en tout cas pour la Côte d'Or, on travaille beaucoup en lien avec le service social de la CARSAT et de l'assurance maladie, qui a vraiment des missions, pour le coup, les assistantes sociales de la CPM ont une vraie mission d'aide au retour à l'emploi et de la prévention de la désinsertion. Voilà, donc nous, on oriente assez facilement les patients vers ces services-là. Et puis, l'autre dispositif, c'est un dispositif que moi, je connais moins, qui s'appelle On connecte à l'emploi. Donc, pour les patients qui sont en rémission ou en situation métastatique chronique, ils participent à des séances collectives d'information et d'échange pour préparer à la reprise du travail. Donc, c'est un peu aussi ce que propose la CARSAT. Voilà, mais du coup, vous avez toutes les informations sur le petit flyer. Vous pourrez regarder ça en détail. Voilà, nous, on a terminé notre présentation. Si vous, de votre côté, vous avez